Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va parler un petit peu d'actualité, de mes ressentis du moment comme ça m'arrive. Alors vous avez pu voir que j'ai laissé un petit peu une petite pause puisqu'en fait j'avais un petit peu beaucoup de questionnements finalement. Parfois j'essaye d'apporter des réponses mais là j'avais plus des questions un peu existentielles malgré tout et j'aimerais un peu vous en parler en ce dimanche matin où je me suis mis dans mon petit refuge histoire de me couper quelques heures ce matin après avoir été faire du glyphosate donc sur des parcelles de blé de maïs, donc il me reste à semer environ une trentaine d'hectares, puisqu'on a été entrecoupé de pluviométrie, une trentaine de millimètres presque à chaque fois, en trois fois. Donc c'est bien puisqu'on a besoin d'eau, il faut le reconnaître. Alors après, pour tous les rapides et ceux qui veulent finir très très vite, bah, c'est vrai que ça freine un peu les choses, mais est-ce qu'il y a urgence quand on voit la météo que nous avons? J'en suis pas certain. Surtout quand je lis la presse, et je la lis pas beaucoup, je vous assure, pour éviter un petit peu aussi de rajouter à mes questions existentielles encore de nouvelles questions. Mais prenons un journal que je ne suis pas abonné, mais que l'on m'envoie de temps en temps, comme sûrement certains d'entre vous, qui parle de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, où un agriculteur témoigne que voilà, maintenant il n'intervient plus qu'une seule fois, il désherbe qu'une fois et tout s'arrange. Alors quand on voit ce qu'il faisait avant, on comprend déjà que ça pouvait pas marcher, puisqu'en fait il a des problèmes de raigra visiblement ce monsieur. Donc en fait il faisait du chlortoluron, et puis après, donc qui est une molécule, hein, une vieille molécule dont le grammage a été tellement limité qu'aujourd'hui seule cette molécule-là ne peut pas faire effet. Et puis le monsieur reprenait ça au printemps avec un Atlantis, donc qui est un produit, une sulfo, donc j'en ai déjà parlé, une famille qui intervient à la fois sur les dicotes et aussi sur les graminées, sauf que pas de bol, et cette erreur-là on la voit tous les jours en pleine, l'Atlantis sur le raigra, c'est pas du tout une molécule destinée à ça. Le problème, et j'en viens là, je ne vais pas parler de technique, c'est qu'en fait les produits sont répartis en fonction que tu es un négoce, que tu es une coopérative, et chacun, pour se différencier, a des produits justement de marques différentes, sauf que l'Atlantis, il est bien moins bon que d'autres sulfos sur le raigra, quand c'est le raigra votre cible principale, qui est une graminée adventice. Donc là aussi, cette erreur-là, on la voit depuis 20 ans, depuis que les sulfos existent. Donc tout ça, ça nous saoule. Franchement, ça nous saoule de voir le niveau technique qu'on peut avoir en plaine, le niveau technique qu'on peut avoir de certains techniciens dans les conseils. Alors je vous dis ça un peu sous le coup de l'émotion, puisque c'est des choses récentes encore. On a eu des gens au téléphone, des agriculteurs avec qui on travaille, des partenaires, qui voient des choses ou qui ont des collègues qui font des choses qu'on ne comprend pas. Prenons l'exemple en ce moment des colzas. Il y a des interventions qui sont faites sur des colzas de 40 cm, 50 cm, même plus. Qu'est-ce que peuvent faire les gens sur des colzas comme ça? Ils sont en dehors de toute problématique. C'est terminé, les gars. C'est pas la peine d'aller assaisonner je ne sais quoi, des insectes imaginaires, etc. Tous les gens aujourd'hui qui piègent ne voient pas de pucerons, ne voient pas de charançon. Et pourtant, les gens mettent une pression à ceux qui piègent pour dire « Ah non, non, mais moi, je traite, on a reçu un flash, etc. » Alors, je reviens toujours sur les mêmes choses parce que c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut en être arrivé là dans un monde qui devrait être technique, et à la place de ça, on vous sort des applications, des articles aussi nuls que celui-là, puisqu'on en voit tous les jours, des témoignages de gens qui racontent des choses qui sont pas fondées. Ils n'ont pas de recul, ça fait 4 ans qu'ils labourent plus, mais direct, ça y est, tout est arrangé, tout est solutionné. Moi, personnellement, c'est ces questions-là existentielles que j'ai en ce moment. Je me dis, c'est ça l'agriculture de demain? Cette agriculture où on ne fait plus notre vrai métier, celui de l'observation, celui de la technique, celui de prendre le temps. On ne peut pas tout réussir en agriculture. Si on réussit tout, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Surtout au regard des conditions que l'on a aujourd'hui. Il y a forcément des moments où on décide de ne pas intervenir. Là, ce matin, j'ai traité depuis 5 heures du matin, à 8 heures, c'était fini. Les désherbages, c'est la même chose. On a une molécule que tout le monde utilise en désherbage d'automne qui est le prosulfocarbe. C'est une molécule qui est sur la sellette depuis au moins 5 ans et ça s'aggrave chaque année. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cette molécule très volatile à plusieurs kilomètres de l'endroit où elles sont appliquées. Donc on en retrouve sur les fruits lorsqu'il y a des vergers, on en retrouve dans les forêts, on en retrouve un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Il y a eu du vent tous les jours, tous les après-midi, c'était inservable. Et qu'est-ce qu'on a vu? Des gaillards avec des pulvées à des stades X ou Y pour intervenir à des moments où ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Autant on peut arriver à faire certaines choses dans les bonnes conditions, mais si on veut se brûler les ailes, il suffit de faire comme ça, il suffit de faire des choses qui n'ont pas de sens. Alors tous les arguments seront bons, ben oui, mais tu iras y venir, je connais tout ça, on le vit nous aussi, c'est pas facile pour personne. Donc ça veut bien dire qu'on ne peut pas tout réussir. Et là aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont privilégié le semis par exemple, et qui justement n'ont pas fait tout leur désherbage juste derrière le semoir. Bon bah je le dis, hein, s'il y a des internautes aujourd'hui dans tous les abonnés qui se disent bah moi j'ai pas pu faire mon intervention au cul du semoir mais je l'ai fait à une feuille du blé ou à une feuille des graminées, c'est mort les gars.
Ça ne marchera pas. Et on entendra dire qu'il y a eu des résistances, etc. Mais c'est impensable de voir ça, hein. Ou alors, il faut changer de stratégie, il faut utiliser d'autres produits. Il y a des produits utilisables à l'automne, il y a des sulfos utilisables à l'automne, le kalanchoa, etc., d'autres produits. Mais dans ce cas-là, vous prenez un risque parce que foliairement, déjà, il ne faut pas des conditions comme ça. Faire un insecticide dans ces conditions venteuses, à quoi cela peut servir? À quoi cela peut servir? Hein, il y a vraiment des questions sur une feuille de blé, hein, donc sans piège, puisque des jalonnettes dont on a parlé, c'est pas ce qui fleurit dans la plaine en ce moment, ça se voit bien, hein, des jalonnettes jaunes en ce moment. Alors certains me disent on n'arrive pas à en trouver, parce que j'ai ça aussi dans les commentaires. Ah, c'est sûr que c'est pas en ce moment qu'il faut s'y occuper, mais au lieu de vendre des applications, tout un tas de cinéma ou de faire de la traçabilité, je pose la question, puisque c'est cette vidéo actu est un peu là-dessus, est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas avoir les vrais éléments pour réduire les phytos, c'est-à-dire insister sur le piégeage, que vous puissiez en trouver facilement chez vos distributeurs, ou alors il y a des endroits pour y aller. Alors nous, nos partenaires sont pourtant informés, mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont tous fait, donc c'est pas au dernier moment qu'on s'y prend pour piéger, et c'est quand même dommage. Alors moi, je suis pas là pour donner des leçons, parce que je suis pas le meilleur du monde, mais ces questions-là, on doit se les poser. C'est-à-dire que moi, tous ces agriculteurs qui se posent aucune question, qui se disent « oh bah c'est comme ça », etc., faut pas s'étonner, et j'en viendrai là, qu'autour de nous, les gens aient pris la main en disant « non mais les gars, vous vous baladez en ce moment… dans la plaine, on était encore dans la Marne là avec Mathieu il y a quelques jours, ça sentait le prosulfocarbe dans la plaine, les gars. Si ça sent dans la plaine, c'est qu'il y a de la volatilité. Il y a un moment, on ne peut pas intervenir, buse à injection d'air ou pas, surtout quand elles sont utilisées à 4 ou 5 bars. Donc il y a vraiment un gros boulot. Et donc ma petite pause était là, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment progresser, sincèrement? Au lieu d'être dans les modes d'emploi, dans le pulvé à 120 000 euros, mais bosser sur la pression, bosser avec les bonnes buses et essayer d'y aller quand il faut. Et si vous ne pouvez pas y aller quand il faut, bah, c'est peut-être qu'il ne fallait pas enchaîner les 100 hectares de blé que vous avez semés et désherber chaque jour un petit peu et perdre du temps, oui, entre guillemets, à désherber. Mais une fois que c'est fait, vous avez fait une cartouche parce que maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de l'Atlantis comme ce monsieur. Alors, il n'existe plus le produit, ça s'appelle autrement, mais c'est le même enjeu. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas en colère. Je vous dis juste que moi, ça m'attriste. Sincèrement, il y a un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne fait plus de technique, si on parle de tout un tas de trucs à la mode, etc., à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir le quadrigé injection TurboDX qui tourne les bus quand on traite en n'importe quelle condition? À quoi ça sert? Et en effet, des fois, on ne peut pas. Et des fois, on est embêté pendant 5 jours, on ne peut pas y aller. Voilà. Donc, aujourd'hui, les blés commencent à rayonner pour ceux qui sont semés, etc. On a encore des possibilités d'intervention. On peut encore mettre du glyphosate lorsque le blé n'est pas sorti. Il y a beaucoup de gens qui ont des blés qui sont cognés ou des orges qui sont toutes blanches. Alors, ils vont accuser la pluie, le soleil et tout ce qu'ils veulent. Mais quand ça sort en 3-4 jours, c'est que les profondeurs de semis étaient trop réduites. Et le produit, il a cogné sur la culture. C'est pas le produit qui est fautif, c'est son mode d'action, en sachant que certaines molécules font un blanchiment des feuilles, mais que ça n'a pas de conséquences sur la suite des événements. Donc voilà, donc tous ces articles-là, moi, me fatiguent parce qu'en fait, c'est vendu comme des modes d'emploi. Le gars, il dit, je passe plus qu'une seule fois. Mais bien sûr, si tes champs sont propres, si tu as un assolement avec cette culture, etc. Mais on doit aussi être capable, dans un champ sale, il y a des gens qui nous appellent, des partenaires, qui ont des champs actuellement sales et qui veulent absolument faire un blé, etc. Est-ce qu'il ne faut pas justement se dire, voilà, ce champ, il est sale, je vais au-devant des ennuis, je fais une autre culture. Ah oui, mais tu veux faire quoi comme culture? Vous allez me dire ça, j'en suis sûr dans les commentaires. Bah oui, mais tu peux tout faire, etc. Mais non, c'est pas vrai. Personne ne peut tout faire. Si on est capable de faire un colza, honnêtement, les gars, on est capable de faire un tournesol. Forcément, c'est possible. Parce que le colza, c'est beaucoup plus exigeant, ça nécessite presque des meilleures terres, etc., etc. Pour le maïs, il y a des endroits où les gens font des colzas dans des beaux limons. Ils sont capables de faire un maïs. Pour désherber un maïs, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On est capable, avec cette culture-là, d'avoir des maïs nickel. Celui qui n'y arrive pas, c'est des mauvais choix de produits. Pas d'association, enfin des choses comme ça. Là, le monsieur qui fait un chlortoluron tout seul, c'est une aberration technique. Et il met tout le monde dans les ennuis. Pas le monsieur en tant que tel, les conseils sur ces sujets-là. C'est-à-dire que de ne pas faire durer les molécules nous conduit aux problématiques actuelles. Ou de les baisser en se faisant rire. J'en ai pas beaucoup parlé l'autre fois, mais certains m'ont posé la question semi-direct avec les produits racinaires, etc. Les produits racinaires, ils se fixent sur l'argile et sur la CEC. On en a déjà parlé sur cette chaîne, je vous inviterai à regarder les vidéos les concernant. C'est-à-dire que plus vous avez un taux d'argile élevé, plus vous avez une CEC élevée, plus vous devez mettre une dose plus élevée du produit. Un produit qui est homologué à 5 litres, aujourd'hui, les gens l'utilisent beaucoup à 2 litres. Que les gens le sachent, c'est-à-dire que beaucoup réduisent les doses. Mais au final, sur un produit racinaire, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Là, déjà, si vous avez des taux d'argile élevés, si vous semez en direct qu'il n'y a que des résidus de récolte, eh ben, il faut monter cette dose-là pour aller vers ce qu'on mettait avant. Nous, on a un tableau chez Phytosol avec la CEC qui évolue. On fait la dose en fonction du niveau de CEC. C'est très important. Sinon, votre produit, dans des sols à faible CEC, si vous mettez une trop forte dose, vous allez marquer la culture. Et dans des sols où il y a une grosse CEC, vous allez
pas faire fonctionner votre produit. Et si vous mettez des produits, c'est pour qu'ils marchent. C'est pas uniquement mettre la petite dose qui va bien et qui vous fait sourire. Les volumes d'eau, c'est la même chose. Ces produits-là ne fonctionnent que s'il y a 10 à 15 mm minimum de pluie. C'est-à-dire que c'est pas la peine de dire je vais monter le volume d'eau pour que mon produit marche mieux. C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble, et c'est l'objectif de cette chaîne. On ne peut pas tout faire. Si derrière, il y a toute une pression autour qui fait tout et n'importe quoi, il y a quand même des choses qui sont faites. Alors après, attention, hein, il y a beaucoup de techniciens qui disent exactement ce que l'on dit là, sauf qu'ils ne sont pas entendus par des gens qui veulent finir comme s'ils étaient à l'usine. Et quand même, il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut... Je vous pose la question, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème ou est-ce que pour vous, tout va bien? Parce que l'objectif, ça n'est pas que la réussite de la culture, c'est aussi l'impact global. Et on est dans un métier où on travaille avec la nature. Alors après, c'est la même chose pour les tailles de ferme. Plus les fermes sont grosses, plus trouver des conditions pour traiter l'ensemble de l'assolement devient compliqué. Et ça, c'est l'argument qui est souvent retourné. Ah oui, mais bon, tire à faire, nous on a 400 hectares de blé, d'ailleurs on a fini depuis le 10 octobre, et tire à... Mais les gars, mais c'est pas notre problème, ça. Si vous avez 400 hectares de blé, bah, je sais pas, vous vous organisez autrement, vous travaillez la nuit. Et certains le font très très bien. Il y en a qui ont même beaucoup plus grand que ça. Et c'est fait, croyez-moi, au carré. Alors après, il y a le monde des salariés, etc. C'est plus compliqué, mais ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a même pas lieu d'être dans la discussion. On travaille avec la nature. Donc c'est un métier technique. C'est justement ça qui fait la complexité et qui nous fait commettre toutes les erreurs que l'on a. Alors voilà, donc je dirais la même chose pour les colzas qui sont envahis de graminées, ou les couverts qui sont envahis de graminées. Ça, c'est la même chose, c'est un nid à ennui. Le problème de vouloir semer les couverts plus tard, notre choix, il est aussi pour ça. Voir des beaux couverts en fleurs et écarter le couvert, je pourrais vous faire une vidéo dessus, mais ça m'embête d'aller chez certains collègues, mais c'est rempli de graminées, rempli de cigadelles, rempli de pucerons. C'est le nid à la petite faune bien gentille qui va nous pourrir la vie au printemps ou plus tard. Donc c'est tout ça le problème. On est dans une approche globale du sol à la plante, les gars. Tout ce que l'on fait a une action. Et on ne peut pas se gausser en disant bah, « j'ai terminé, voilà, c'est le principal ». Là, pour certains, il faut déjà réintervenir, voire même il faudra l'avoir fait, puisque c'est sale encore. C'est sale, ça relève. Donc ça veut dire que là, vous faites quoi? Vous les regardez, ah bah oui, mais j'ai fait mon truc qui était prévu. Bah non, non, non. Là, il faut réadapter, il faut changer de produit, il faut associer d'autres produits. Et associer, on voit trop de traitements faits avec des produits solo. Donc... voilà, je dirais que tout ça, c'est quand même technique, qu'on a banalisé les produits. Là, Mathieu, en ce moment, puisque je ne peux pas trop être avec lui, il est dans la réglementation à se bourrer la tête pour notre bouquin. Et en même temps, tout le monde veut acheter les phytos de plus en plus tôt parce qu'on nous parle de pénurie qui aura si en augmentation. En fait, il faut tout acheter avant la fin de l'année. C'était bien la peine de nous faire tout un cinéma avec les phytos. En gros, on achète ça comme on va acheter des bonbons. Mais franchement, à un moment, faut pas faire une réglementation à ce moment-là qui change tout le temps, et surtout dans les derniers mois, juste avant les achats des agriculteurs. Ça aussi, la profession ou les syndicats ou les représentants devraient se battre pour une réglementation qui soit faite par période. Si c'est pas fait, c'est pour l'année d'après. Parce que là, aujourd'hui, acheter tous ces produits aujourd'hui sans connaître la suite des événements, ça nous paraît un petit peu ambitieux, un peu osé. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ramener des produits en PPNU parce que vous les avez achetés, puis la réglementation change, ils sont plus bons. Mais quelle profession fait ça? Qui est-ce qui ramène des produits qui sont plus utilisables alors que vous les avez achetés sans remboursement, sans rien? Mais c'est incroyable, mais arrêtez, amis agriculteurs, arrêtez d'être à ce point-là complètement aliénés à... Voilà, c'est sûr que vous faites le jeu de tout ce système-là. Hein, parce que quand on fait de la traçabilité ou qu'on a sa petite application, en quoi ça nous rend meilleur? Qu'est-ce que ça a amélioré comme confort technique pour les agriculteurs? La preuve, aujourd'hui, les agriculteurs ne savent même plus la molécule, ce qu'elle fait, pourquoi elle est faite, etc. C'est pas que la dose qui compte, c'est de mettre le bon produit, les bons produits ensemble. C'est ça, nous, qui nous inquiète. Hein, voilà. Alors après, d'autres petits chiffres en ce moment, là, on entend parler que 40% des agriculteurs bio vont arrêter ou ont arrêté. Alors ça garde une croissance de 2% a priori de l'agriculture biologique, mais c'est dramatique. Mais pourquoi ça se produit comme ça? Parce que c'est la même chose. On a envoyé les gens non pas pour des raisons techniques, en leur disant on va vous accompagner, on a des solutions déjà pour que l'agriculture bio marche, etc. en grande culture. Mais en réalité, ça a été un mensonge phénoménal, de l'argent public sans aucun contrôle, pour finalement des gens qui se sont retrouvés tout seuls, parce que c'est quand même ça la réalité. Pour certains, ils ont tout remis en cause avec conviction. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Moi, c'est ça. Hein. Moi, c'est les agriculteurs, je défends. Après, les quelques-uns là qui font des bêtises, il faut leur dire. Et si nous, agriculteurs, et ceux qui les entourent ne le disent pas, ah ben c'est sûr, on peut dire, il a dit ci, il a dit ça, mais on est là pour avancer ensemble. Il n'y a pas de jugement, il y a juste de dire, là, ce que tu fais, si tu as des problèmes, monsieur du journal, à faire du chlorto et ensuite de l'Atlantis, c'est parce que tu fais les mauvais produits, mon garçon. C'est juste à cause de ça. C'est pas des histoires de résistance de je sais pas quoi. Et puis quand on a une population de vulpins et gras énorme en ce moment, c'est pas avec des petites doses de produits.
il faut mettre du foliaire avec, ou faut faire un glyphosate avant, ou faut attendre un peu de semer que tout ça lève. Moi, j'ai une parcelle à 25 km, j'attends, je sais qu'elle est sale. Là, en ce moment, j'y vais, j'ai des petites plaques de pelouse. Je vais faire un glyphosate, c'est ça que je n'aurai pas dans mon blé, puisque le produit va se diluer dans le nombre d'individus que vous allez avoir à relever. Donc, il ne va pas marcher suffisamment. Et vous allez dire, oh, je fais plus de produits d'automne, ça ne marche pas. Mais quand la population elle est trop importante, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et il faut donc répéter un autre produit racinaire, etc. Et là, on rentre dans un cheminement où il n'y a que le chimique. C'est pour ça que c'est là seulement la meilleure réponse, qu'on le veuille ou non. C'est là seulement, la chimie, elle a ses limites, surtout de plus en plus. Et surtout que le prosulfocarbe, je vous fais le pari, avec l'année que nous avons eue, la terre fine, la pluviométrie qui a été faite, les semis très précoces, le prosulfocarbe, on va en retrouver partout. C'est garanti. Et là, l'année prochaine, on est mort. Alors, je vais essayer de me calmer un petit peu et finir cette vidéo en vous parlant d'une petite anecdote d'un ami en agriculture biologique que nous suivons. Il nous a envoyé les analyses qui sont faites sur son grain, en fait, pour bien vérifier qu'il est en agriculture biologique. Il y a plus de 130 molécules qui sont observées. Et je rappelle encore une fois, et on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo, que la norme, ce n'est pas les 0,01 microgrammes. Et c'est pourtant ce qui est mesuré, hein, c'est ce qui est mesuré dans ces analyses sur son grain pour voir. Alors évidemment, il peut très bien un jour avoir du prosulfocarbe, puisque au printemps, il s'en fait aussi, et qu'on retrouverait sur les grains d'un agriculteur en agriculture biologique. Donc vous voyez, tout a quand même des conséquences et il y a quand même 2 poids 2 mesures, puisqu'on analyse des molécules agricoles à des niveaux qui sont les niveaux de détection. Et c'est ça qui fait la norme. C'est une honte. La norme, elle n'est pas comme ça. Dans les dossiers d'homologation des produits, il y a à l'intérieur des normes concernant la dangerosité du produit qui n'ont rien à voir. On parle souvent de milligrammes par kilo, donc il faudrait en ingérer quasiment à la seringue ou à la petite cuillère, dans beaucoup de cas, je dis bien dans beaucoup de cas de produits. Et ces dossiers-là coûtent des fortunes aux entreprises, que l'on paye nous derrière, et au final, on ne s'en sert pas pour juger de la dangerosité du produit ou du fait qu'il soit détecté. C'est simplement le niveau de détection minimal qui fait que c'est dangereux et qu'on stoppe tout. C'est scandaleux. Et là aussi, on n'entend personne bouger sur le sujet, comme on n'entend personne bouger sur tous les packs et toutes les séries de produits qui changent de nom. Nous, on en a la tête farcie. On n'a pas fait ce métier pour passer des heures et des heures dans le réglementaire, surtout qu'on ne vend pas de réglementaire derrière. Et s'il y a des gens autour de vous pour vous fourguer de la réglementation à longueur d'année, ça ne sert à rien. Surtout si techniquement, on fait moins bien que ce que les gens faisaient dans le passé. Ils avaient plus de connaissances, parce que tout le temps que l'on passe à la réglementation, on ne le passe pas à la connaissance, à comprendre les produits. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a divisé par 3 la quantité de molécules dispo. Donc les gars, si tout le monde s'y met un minimum, hein, savoir ça fait ça, ça fait ça, cette molécule elle est meilleure sur ça, franchement c'est plus facile qu'il y a 10 ans. Il y a moins de produits à connaître un petit peu. Et ça fait partie de notre métier. Franchement, ça fait partie de notre métier, qu'on le veuille ou non, en tout cas en agriculture conventionnelle. Et après, toutes les histoires, je mets pas de glypho parce que ceci, cela, arrêtez aussi avec ça. Arrêtez de vous bourrer le crâne avec le glyphosate, honnêtement, parce que les produits d'automne que l'on met, pour assez souvent regarder les sols, je peux vous assurer qu'ils sont bien plus nocifs qu'un glyphosate qui est fait en ce moment avant de semer et qui nous permettra peut-être qu'une seule application d'automne, parce que plus on va semer tard, plus une seule application d'automne suffira. Et ça, on le maintient. Les levées de raies gras ont lieu depuis le 10 octobre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui avaient fini au 10 octobre. Donc les levées, elles ne se font pas ailleurs que dans les cultures. Voilà. Donc écoutez, c'était une vidéo ressenti, le ressenti du dimanche matin, fallait que je l'évacue aussi. J'ai des questions existentielles, mais je ne suis pas tout seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me retournent, il y en a même qui sont en colère, et je peux le comprendre. Moi, je peux paraître un peu comme ça, je ne suis pas en colère, parce qu'au final, ça ne me concerne pas, puis il y a des gens qui bossent super bien partout. Mais les quelques-uns qui font des bêtises, malheureusement, on le paye tous. Et c'est pas parce qu'ils ont une belle traçabilité en couleur et qu'ils savent imprimer tout ce qu'ils ont fait depuis 1812 que c'est des gens qui sont compétents. C'est ça que je voudrais dire. C'est que tout ça, on s'est laissé entraîner dans quelque chose qui nous a occuper trop de temps par rapport à ce temps qui serait utile à aller observer, à aller comprendre, à aller regarder en ce moment ce que font les vers de terre dans les zones où la terre fine est faite, où ça s'est refermé. Vous verrez qu'il n'y a pas un téricule, il n'y a rien du tout. Puis vous regardez le mètre carré d'à côté où c'est pas fermé comme ça, et il y a de l'activité biologique. C'est ça qui est important pour réaliser. Le constat fait toujours que les agriculteurs évoluent. Ce n'est pas les agriculteurs le frein. Tout ce que je dis là, ça n'est pas contre les agriculteurs. Ça, je tiens à le signaler, et vous le savez très bien. Au final, il faut se dire les choses. Il y a un moment, on doit tous reconnaître qu'on a des fois, un moment, une raison valable, etc. Moi, j'ai loupé mes colzas simplement parce que j'ai pas eu ma trémie en temps voulu. Je me suis pas affolé au début, puis finalement, il s'est passé 3 semaines. Après, il nous manquait le cordon. Enfin, il y a eu toujours quelque chose. Et ben, dans nos techniques, voilà, tu loupes le créneau, c'est mort. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait que même pas un tiers de ce que j'avais prévu. Mais voilà, bah j'ai la semence et puis j'ai un désherbage. Mais le désherbage, il va être utile. Peut-être même que je vais faire le carb quand même si mon colza, il va pas s'en sortir. Parce que dans mon assolement, ce sera utile pour la suite.
voyez, c'est tout ça, moi, que j'aimerais qu'on remette à plat. On est des gens pragmatiques, on doit être capable de réagir, pas avoir des assolements figés, s'engager sur 5 ans avec des organismes stockeurs ou autres, sur des assolements. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Même la nouvelle PAC nous entraîne vers ça, à essayer de tout administrer comme si c'était possible dans nos métiers. Ça ne l'est pas. En tout cas, dit qu'on va le faire, les assolements prévisibles font les problèmes qu'on a aujourd'hui de désherbage. Et on ne va pas demain avoir des solutions techniques nouvelles pour désherber mieux. Et c'est pareil pour les insectes. Chaque cartouche qui est tirée pour rien est une cartouche qui, si économiquement, oui, mais bon, moi je fais ça et j'ai jamais de problème avec les pucerons, bah ok mon gars, mais à ce moment-là, tu fais quelque chose de systématique. Alors c'est pas la peine d'essayer de faire de la technique ou d'acheter un pulvé à X milliers d'euros si c'est pour faire des choses de manière systématique, quand il n'y a pas les insectes. Et honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas débordé en plaine par des gens qui marchent dans les champs pour aller regarder, hein. Bon, bref. Voilà, je crois que le message est passé. Honnêtement, c'est la dernière fois que je le fais passer, ce message-là, parce que je ne vais pas muser la santé. Mais je vous assure que ça me travaille, parce que je me dis, si on n'est pas capable de ça, il ne faut pas s'étonner qu'on nous tombe dessus. Voilà, c'est juste ça. Et puis, je ne parle pas de tous les gens qui, eux, sont en agriculture biologique ou des vergers et tout ça, qui sont pénalisés parce qu'on retrouve du prosulfocarbe, etc. dans leur production. C'est quand même... On n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas tout seul sur la planète. Voilà. Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, je reviendrai vers vous donc avec une vidéo tournesol que je vais essayer de finir de monter dans la semaine. Et surtout, on aura l'occasion de parler beaucoup plus de techniques sur le terrain. Et ce sera, à mon avis, largement aussi utile. Allez, à bientôt, les amis!